Ok, donc on commence notre TD d'aujourd'hui et, euh, et donc n'hésitez pas à répondre à des questions et à dire vos idées pour les exercices. Donc on a fini l'exercice 5 la dernière fois, je crois. Donc maintenant on continue. Euh, c'est l'exercice 6. Et donc c'est toujours sur les notions de groupe et aussi les exemples de base. Je crois que cette partie d'algèbre est moins importante que la partie d'arithmétique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est juste les notions de base et les exemples. Et il y a aussi l'analogie entre Z, qui est l'anneau des entiers, et qui a crochet X. Ok, ce que vous allez voir après dans le chapitre d'anneaux. Mais pour l'instant, hein, pour cette partie de groupe, c'est juste une notion de base et les exemples que vous devez savoir. Donc, ok, c'est exercice 6. On a une application f de z carré dans z au carré et montrer que f est un morphisme de groupe si et seulement si les x4 nombres entiers A, B, C, D, peut-être que f est de cette forme, f de x, y est envoyé à x plus by et cx plus dy pour tout xy dans z au carré. Et ça, c'est la première chose à montrer. Et après, quel est le noyau de f? Et quand est-ce que f est un isomorphisme de groupe? Ok. Donc je vous laisse peut-être juste 2 petites minutes à réfléchir un petit peu sur cet exercice. Et donc n'hésitez pas, si certains ont des idées à partager avec vos camarades. Peut-être juste un petit rappel de ce qu'on a vu dans l'exercice 5 euh, lundi. Donc, on a vu que pour déterminer une application f de z dans z, qui doit être un morphisme, il faut et il suffit de déterminer l'image d'un générateur de z, donc soit 1 ou soit moins 1 dans z. Et c'est pareil pour z au carré. Donc, on a un ensemble de générateurs, 1, 0, 0, 1, ou moins 1, 0, ou 0, moins 1. Ou, en fait, il y a ces 4 choix d'ensemble de générateurs, parce que 1, 0 et moins, donc c'est plus ou moins 0 et 0 plus ou moins 1. Et donc, si on connaît les images de ces deux générateurs, et on peut connaître les images de tous les autres éléments, et ça définit un morphisme. Okay, je crois qu'il y a des messages dans le chat. Ah, mince. J'essaie de changer un petit peu le... Euh, Maintenant, c'est bon ou pas? Maintenant, il y a toujours ce bruit. Ok, d'accord. Ok, très bien. Ok, j'espère que vous entendez bien. Oui, 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 bien sûr, s'il y a des problèmes comme ça, il faut toujours me dire.
il y a donc OK, donc on revient sur cet exercice et donc c'est pour déterminer un morphisme de Z au carré dans Z au carré. Mais la dernière fois, on a déjà vu que pour déterminer un morphisme de Z au carré dans n'importe quel groupe, il faut juste savoir les images de 1, 0 et 0, 1. Et donc c'est précisément le cas ici. On a juste, G égale à Z au carré. Donc, OK, on va corriger ça ensemble. Donc d'après l'exercice 5, il faut juste, savoir quelles est les images de 1, 0 et 0, 1. Et donc, par exemple, on note f de 1, 0 par, A et par A et C, f de 0, 1 par B et D. Et donc, pour n'importe quelle paire Mn dans Z au carré, f de Mn, c'est n fois 1, 0 plus n fois 0, 1. Mais ici, il y a toujours une convention, parce qu'on sait que dans ce groupe, il y a juste l'opération d'addition, mais il n'y a pas de multiplication du tout. Et donc, qu'est-ce que j'entends en écrivant m fois 1, 0? Et donc, quand m est positive, ça veut dire juste que je fais l'addition m fois. Et quand m est négative, c'est-à-dire que je prends d'abord l'inverse de 1, 0 et je fais l'addition m fois. Et on peut vérifier qu'en fait, ça vérifie juste la loi habituelle de l'application par un nombre entier, c'est-à-dire que il y a la compatibilité avec cette multiplication entre guillemets et l'addition. Et donc c'est la distributivité. Et donc, ça, c'est ce que j'entends en écrivant m fois 1, 0. Mais il faut savoir que, a priori, il n'y a pas de multiplication définie du tout. Et donc, on peut juste le multiplier par un nombre entier. Parce que dans ce cas-là, c'est bien défini, c'est juste que, ouais, on fait cette opération m fois. Et donc, pour un nombre entier, ça a un sens. Mais c'est pas comme dans l'espace vectoriel, on peut juste multiplier un vecteur par n'importe quel nombre dans le corps de base. Mais dans ce cas-là, dans cette situation, c'est pas le cas. OK. Même si un groupe peut avoir des structures supplémentaires, par exemple Z, par exemple, un espace vectoriel est lui-même un groupe, si on oublie la structure supplémentaire. Mais dans cette question, on regarde juste la structure du groupe. Donc, toutes les autres structures, on fait semblant qu'on ne les connaît pas du tout. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment retenir qu'ici, M et N, la multiplication par M et N, c'est vraiment une convention pour juste noter l'opération de groupe. Donc, on fait cette opération M fois, ou soit on prend l'inverse d'abord et on fait l'opération M fois. D'accord? Et donc, dès qu'on a une écriture comme ça, pour n'importe quel élément dans Z au carré, on peut déterminer son image automatiquement. Pourquoi? C'est juste par la définition d'un morphisme de groupe, parce que ça doit vérifier la loi que f de cet, euh, cet élément qui est une somme de deux éléments doit être égal à cet élément-là. OK. Ouais. Ici, en fait, il faut aussi retenir que, en fait,
j'ai utilisé la loi d'un morphisme de groupe m plus n fois, d'accord? Il faut l'imaginer comme ça, et après c'est f de chaque élément. OK. Mais, ici, j'écris juste le cas où m et n sont positifs. Mais si m ou n est négatif, il faut bien retenir qu'on prend l'inverse d'abord. OK. OK. Ça, c'est juste, la convention pour cette écriture. OK. Mais ça, c'est quoi? Parce qu'on a déjà choisi les images pour f2, les images pour 1, 0 et 0, 1, et donc ça nous donne bien l'écriture en question. OK. Et donc c'est fini pour cette première question. Donc en fait, c'est juste une, petite application du exercice, précédent. C'est qu'on a un morphisme de groupe de Z au carré dans n'importe quel groupe. Il faut juste déterminer, les images de 1, 0 et 0, 1. Et ça me donne la réponse pour ce morphisme. Et après, déterminer le noyau et l'image de F. Donc, le noyau, par la définition, c'est tous les éléments dans le groupe de départ dont les images est nulle. Les images sont nulles veut dire que les images sont l'élément neutre. Mais dans notre cas, l'élément neutre dans Z au carré, c'est 0, 0. Donc, c'est-à-dire que c'est l'ensemble d'éléments dans Z au carré, peut-être que f de x est égal à 0, 0. Mais on applique juste notre formule f de x, y est égal à ax plus by et cx plus dy. Et donc, ça, c'est égal à 0, 0, veut dire qu'on a un système de deux équations. Et ça, c'est juste ce qu'on a vu en algèbre linéaire. Et donc maintenant, c'est une question de comment résoudre un système d'équations. Donc, il y a la notion de déterminant, par exemple, qui peut nous aider. Ou même plus simple, on peut juste dire que ouais, l'ensemble de F, c'est juste l'ensemble de solutions, l'ensemble du noyau de F, c'est juste l'ensemble de solutions pour ce système. En fait, on peut l'écrire sous une forme matricielle, c'est-à-dire que c'est vraiment pour vous montrer que c'est comme dans la situation en algèbre linéaire. En fait, maintenant, donc, c'est un système d'équations donné par une équation matricielle. Donc, quand est-ce que ce système admet une solution ou quand est-ce que ce système admet une unique solution? Et donc, ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, ça, c'est lié au déterminant de cette matrice. Et donc, si le déterminant est non nul, on sait que ce système homogène admet
une unique solution qui est 0, 0, donc il y a juste la solution triviale. Donc dans ce cas-là, le noyau de f est égal à 0, 0. OK. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon, ça veut dire que les deux équations sont linéairement liées l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut multiplier une équation par un coefficient pour obtenir l'autre équation. C'est-à-dire qu'en fait, les deux équations sont équivalentes à juste une équation linéaire, ax plus by égale à 0. Donc, on a combien de solutions? On a un nombre infini de solutions, parce qu'on peut juste prendre... OK, je vais écrire ça. Je suppose que cette équation est équivalent à juste un seul une seule équation. OK. J'utilise encore A et B, mais ce n'est pas nécessairement le cas que ça, c'est équivalent à A et B, parce qu'on peut bien imaginer que A et B sont juste tous les deux nuls, et C et D sont non nuls, et donc en fait, ça, c'est équivalent à Cx plus Dy égale à 0. En fait, donc, il faut mieux utiliser peut-être deux autres coefficients ici, A' et B'. Mais bon, OK, c'est juste pour vous dire qu'en fait, quand AD moins BC est égal à 0, pardon, ça c'est égal. Ça veut dire que le rang de cette matrice est strictement plus petit que 2, et donc en fait, le rang est soit 1, soit 0. OK, mais on peut toujours trouver donc une équation qui représente ce système d'équations. OK, donc ça c'est l'algèbre linéaire, et donc comme ça, en fait, on voit qu'il y a un nombre infini de solutions. OK. Mais en fait, on peut même dire un peu mieux. On peut dire que, heu donc la question, c'est comment résoudre cette équation? Et donc j'ai dit que, ouais, il y a 2 situations quand le rang de cette matrice est égal à 1 ou est égal à 0. Et donc quand le rang est égal à 0, c'est-à-dire qu'il y a pas de restriction du tout. On a juste un système de 0 égale à 0, et donc n'importe quel élément dans Z au carré donne une solution, et donc dans ce cas-là, Z au carré, l'ensemble, c'est l'ensemble de solutions. Mais quand OK, je vais donner, OK. Je vais noter cette matrice par A. Donc quand le rang de A est égal à 2, et on a que le quart de F, c'est juste 0, 0. Et un autre cas le plus simple, c'est que quand le rang est égal à 0, donc tous les éléments dans Z au carré sont les solutions pour ce système, et donc le noyau est juste cet ensemble lui-même. Donc quand le rang de A est égal à 0, et donc on peut supposer qu'on a une solution de cette forme avec A et B pas tous les deux nuls. OK, non, non tous les deux nuls, et donc comme ça, en fait, on peut d'abord, diviser cette équation par le PGCD de A et B. Et après, on peut juste, avoir une réponse. Je crois que ça, c'est ce qu'on a déjà vu quand on résout le système d'équation de concurrence, et donc ou de cette forme, je crois. On a vu ça dans un CC.
Donc en fait, donc après la division par le PGC de A et B, et donc les 2 coefficients sont premiers entre eux, et donc maintenant, il faut juste prendre X et Y, qui sont de cette forme. Donc on prend X qui est, un multiple de, B divisé par le PGC de AB, donc multiplié par T, qui est un paramètre, et aussi Y, qui est un multiple de moins A sur PGCD D. OK, donc on a des solutions comme ça. Donc quand le rang de A est égal à 1, pardon, je fais une erreur là-bas. OK, donc on peut avoir des solutions de X et Y de cette équation matricielle donnée par c'est une matrice grand A fois un vecteur qui est égal à 0. Et donc, on a les solutions comme ça. Donc, ça, c'est l'ensemble de solutions qui donnent l'ensemble du noyau de F. Donc, c'est le cœur de F est égal à X et Y, dont X et Y sont de cette forme. OK. Bien sûr, il faut préciser que T est un nombre entier. Parce qu'ici, on cherche les solutions dans Z. OK. Donc, ce n'est pas comme en espace vectoriel, on peut avoir juste n'importe quel nombre dans le corps de base, mais ici, il faut préciser qu'on cherche toujours dans l'ensemble d'entiers. OK. Donc, ça, c'est la question pour le noyau. Donc, c'est le cœur de F et déterminer le noyau de F. Et la seconde question, quand est-ce que F est un isomorphisme de groupe? OK. OK, il faut toujours insister qu'un isomorphisme de groupe, c'est d'abord un morphisme et après, c'est bijectif. Donc, si on voit dans la question montrer qu'une application est un isomorphisme, donc la première chose à montrer, c'est que ça, c'est effectivement un morphisme. Donc, et dans isomorphisme, en fait, c'est deux choses. C'est être morphisme d'abord et après être bijectif. OK. Donc, ça ne suffit pas du tout de montrer que ouais, ça c'est bijectif, on me dit que ça c'est un isomorphisme. Non, être un isomorphisme, c'est d'abord être morphisme. OK, mais dans cette question, on a déjà montré que F est un morphisme quand F a cette forme d'écriture AX plus BY, c'est X plus DY. Et donc, quand est-ce que F est un morphisme? Donc, il faut juste savoir quand est-ce qu'on a euh, quand est-ce qu'on a F bijectif, quand F est sous cette forme déjà. D'accord. Et donc, bien sûr, et donc ça, c'est aussi euh, la question comme en algèbre linéaire, parce que maintenant, on peut aussi écrire F sous une forme matricielle, parce qu'on voit bien qu'en fait, euh, l'image de F, c'est juste donné par une combinaison linéaire de X et Y avec les coefficients A, B et C, D. Donc, en fait, f de x, y est de cette forme. Donc, on veut savoir quand est-ce que f est bijectif. Donc, il faut juste trouver un inverse de f. Mais en algèbre linéaire, on sait déjà comment trouver l'inverse de f. Mais ici, il faut juste avoir une condition supplémentaire, c'est que, par exemple, maintenant, on peut considérer z au carré comme un sous-ensemble de q au carré ou r au carré. Donc dans l'espace vectoriel. Et donc, on peut trouver un inverse de f, euh, ou plutôt, je dois dire l'inverse de f, parce que dans ce cas, c'est unique. L'inverse est toujours unique. Mais la question, c'est est-ce que ça, c'est bien défini si on fait descendre cette inverse dans z au carré. C'est-à-dire que c'est possible que, ouais, dans R au carré, on a un inverse de F, mais ça n'envoie pas tous les éléments dans Z au carré. OK, donc ça, c'est ce qu'il faut préciser. Mais en fait, ça suffit déjà de inclure tous les inverses possibles de F. Pourquoi? Parce que si F a un inverse dans Z au carré, ça, c'est nécessairement aussi
l'inverse de f dans R au carré. OK, donc maintenant on cherche d'abord l'inverse de f dans R au carré et on cherche encore les conditions sous lesquelles f c'est bien défini dans Z au carré, d'accord? OK. Donc d'après ce qu'on a vu en algèbre linéaire, f admet OK, f est inversible dans R au carré si et seulement si le déterminant de f est non nul. Et on peut, et donc on peut, écrire la forme de son inverse. En fait, il y a juste donc on peut juste exprimer, son inverse heu, par des formules, explicites. Donc ça, c'est juste, la comment dire? C'est juste, la solution pour ce système inhomogène. On sait que quand le déterminant est non nul, donc on a juste, ça c'est ça, non? OK, ben, c'est juste une question comment on dit? De l'algèbre linéaire, mais ce qui est important, c'est qu'on voit toujours qu'ici, on a la division par AD moins BC, OK, par le déterminant et donc, en fait, ça, c'est déjà évident. Quand est-ce que cette, inverse peut être, aussi un inverse dans Z au carré? Parce que maintenant, on voit que donc maintenant, on peut définir, une application G qui, heu, qui va être l'inverse de F après. Je suis pas toujours sûr de cette formule, mais en gros, mais on sait que quand on reste sur un système linéaire et donc on a quelque chose comme ça. Donc d'abord, on a les combinaisons linéaires de x, donc, x' et x' et y', et après, divisé par le déterminant de cette matrice. OK. Et donc, quand est-ce que donc bien sûr, a priori, Z, c'est, de R au carré dans R au carré. Mais maintenant, on veut savoir quand est-ce que, G envoie tous les éléments dans Z au carré, dans Z au carré aussi. Donc c'est-à-dire que quand x' et y' sont tous les 2 entiers, quand est-ce que, l'image est aussi avec des coordonnées entiers. Donc bien sûr, ce qui pose des problèmes, c'est ce dénominateur et donc en fait, pour n'importe quel, qu'est-ce que je veux dire? OK, en fait, mmh. Ah oui, c'est ça. En fait, ça a aussi une forme matricielle et donc on veut que, leurs coefficients, sont dans Z. OK. En fait, je ah oui. Ah, c'est plus facile d'écrire comme ça, je crois. On va avec un signe moins quelque part, je crois. Tut, 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 tut.
Ah oui. Non, c'est pas ici. Oui, c'est ici. Ah oui, oui. C'est bien ici. OK, donc on voit que en fait, pour que, en fait, donc c'est juste une autre, forme d'écriture, mais c'est pareil et pour que, ça soit bien défini, comme une application de z au carré dans z au carré, il faut que, ces 2 coefficients, heu, soient toujours entiers pour n'importe quelle paire de x au carré et y au carré et donc c'est-à-dire qu'on veut que, cette matrice, a des coefficients entiers. OK, donc c'est-à-dire que tout ça doit être divisible par, AD moins BC. D'accord? OK, donc quelqu'un peut me dire, heu, la condition qu'on cherche? C'est-à-dire que quand est-ce que, cette matrice a toujours coefficient dans Z? Mais OK, on va voir ça. C'est juste l'arithmétique maintenant. Donc c'est-à-dire que, AD moins BC doit diviser tous les A, B et CD. Donc, doit diviser le PGCD de A, B, C, D. OK. Et donc, on peut, par exemple, on peut supposer que le PGCD de A, B, C, D est égal à, par exemple, E. Et, A est égal à A' fois E. C'est pareil pour tout le reste. Et donc, donc le déterminant qui est AD moins BC est égal à A, D, E au carré moins B, C, E au carré. OK. Donc maintenant, on veut que E au carré fois A' D' moins B', C' divise E. OK. Donc maintenant, c'est déjà, évident de voir beaucoup de restrictions, parce que si, par exemple, si E est strictement, plus grand que 1 ou plutôt ouais, si E est strictement plus grand que 1, on voit déjà que ça, c'est pas possible et donc si et seulement si et donc ça, E doit être égal à 1. Donc c'est-à-dire que le PGCD de ABCD doit être égal à 1, mais ça, c'est pas suffisant encore parce que ça, ce truc-là doit aussi être égal à plus ou moins 1. OK. E est toujours un nombre positif par la convention dans la définition de PGCD. Donc par cette, écriture, on sait que ouais, E doit être égal à 1 et donc un truc divise 1, ce et ceci, ci et ceci, ça c'est déjà 1, donc ci et ceci, ça c'est aussi plus ou moins 1. OK. Et donc en fait, donc maintenant A' c'est juste égal à A et B' égal à B aussi. Et donc en fait, on voit que, G est bien une application de Z au carré dans Z au carré quand le déterminant de cette matrice est égal à plus ou moins 1. D'accord? OK. Et dans ce cas-là, on a un inverse pour F de Z au carré dans Z au carré. Et donc dans ce cas-là, F est un isomorphisme de groupe.
Oui, donc ça, c'est vraiment la condition équivalente, puisque si F est un isomorphisme de groupe, F doit avoir un inverse. Et si on considère cet inverse comme aussi l'inverse de F dans R au carré, ça doit avoir cette forme matricielle, et donc qui est donnée par la solution d'équation. Et donc, mais on sait que ça doit être une application de z au carré dans z au carré. Donc, c'est pour ça qu'on demande les coefficients soient dans z. OK. Donc, tout ça, c'est des conditions équivalentes. Et donc, je dis que f est un isomorphisme. Donc, c'est seulement si AD moins BC est égal à plus ou moins 1. OK. Il y a encore des questions? OK, je vous laisse réfléchir un petit peu cette question, ou si vous avez bien compris, on continue à regarder l'exercice 7. Monsieur, pour l'exercice 7, j'ai quelques idées. Est-ce que je pourrais les proposer, s'il vous plaît? Oui, 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 bien sûr. Comment vous voulez le faire? Vous venez de vous envoyer des photos, ou vous pouvez partager? Je n'ai pas encore rédigé, donc enfin, je pensais juste les proposer oralement et puis voilà. Ah, d'accord, ok, 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 très bien, ok. Oui, peut-être on peut attendre un petit peu pour que peut-être on attend que vos camarades euh, euh, finissent déjà cet exercice 6, et après, ok, on va lire les questions dans l'exercice 7. Ok. Donc, pour l'exercice 7, c'est pour répondre aux questions de ce type. Est-ce que les deux groupes sont isomorphes ou pas, et pourquoi? Et donc, pour répondre à la question, euh, est-ce qu'ils sont isomorphes? Et donc, le plus simple, c'est de trouver un isomorphisme. Mais pour montrer que les deux ne sont pas isomorphes, c'est un peu plus subtil, parce qu'on ne peut pas dire que ouais, je trouve pas d'isomorphisme, et donc les deux ne sont pas isomorphes. On ne peut pas raisonner comme ça, on peut pas raisonner comme ça, parce que c'est bien possible il y a des isomorphismes qui existent, mais qui ne sont pas faciles à trouver à la main. Donc, il faut trouver des propriétés qui restent inchangés après l'isomorphisme, mais qui ne sont pas le même dans les deux groupes. OK. Est-ce que c'est OK, ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, pour montrer que deux groupes ne sont pas isomorphes, il faut trouver une propriété heu, qui a un invariant. On dit qu'un un invariant, c'est juste une propriété qui, heu, qui ne change pas après l'application d'un isomorphisme. OK? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce genre d'invariant? Par exemple, le nombre d'éléments dans un groupe fini, ça, c'est un invariant, parce que quand on applique un isomorphisme, parce que ça, c'est une bijection d'ensemble, et donc pour deux groupes finis, heu, si, il y a une bijection entre ces deux groupes finis, les deux groupes doivent avoir le même nombre d'éléments, et donc le nombre d'éléments, ça, c'est un premier invariant pour un nombre, pour un groupe pour un groupe fini. OK. Mais sinon, il y a aussi d'autres invariants qui restent inchangés après l'isomorphisme. Par exemple, l'ordre d'un élément précis, c'est-à-dire que parce que l'isomorphisme préserve juste toute la structure de groupe, et donc si on a des propriétés liées à la structure de groupe, par exemple, l'ordre d'un groupe, ou le générateur, ou quelque chose comme ça, et donc ça, c'est totalement décidé déjà par la structure de groupe. Par exemple, si groupe A un générateur, mais groupe B n'a pas d'ensemble de générateurs avec un seul élément, et donc on peut bien sûr dire que A et B ne sont pas isomorphes. Puisque si on a un isomorphisme, et donc
euh, pour le phénomène de comment dire, on peut faire le calcul, par exemple, dans le groupe A avec le générateur A. Et donc, on voit que juste en appliquant cet isomorphisme, ça nous donne comment un élément peut engendrer tous les éléments dans le groupe B aussi. Et donc, ça, c'est bien aussi un invariant. Donc, c'est le fait d'avoir un ensemble de générateurs avec un nombre, un nombre défini ou quoi. OK, donc c'est ce genre de choses qu'on va montrer. OK, donc ça nous donne quelques idées pour montrer est-ce que deux groupes sont isomorphes ou ne sont pas isomorphes. OK, première question. Donc, on a R avec la structure additive et R euh, strictement positive avec la structure multiplicative. OK. Émilie, tu veux dire quelque chose? Je pensais dire que les deux groupes ne sont pas isomorphes parce qu'on peut trouver une fonction qui va de R à R strictement supérieur à 0 qui est injective. On ne peut pas trouver de fonction surjective, donc on ne peut pas trouver de fonction bijective et donc ce n'est pas isomorphe. Mais comment tu peux, par exemple, comment tu peux montrer qu'on ne peut pas trouver une fonction surjective? Parce que comme je t'ai dit, on ne peut pas juste dire que ouais, je ne trouve pas de fonction bijective, mais ouais, il faut un peu de raisonnement. Je pensais dire que si on prend une fonction qui est injective, donc à chaque élément de R strictement supérieur à 0, on associe un élément. Ouais, donc tu veux dire que si on a un f qui va de, donc c'est l'autre sens, c'est ça? Tu veux dire que si on prend une application comme ça, Oui, oui, c'est ça. oui, c'est ça, et après, oui. Et donc, dans ce cas-là, comme on a R, eh ben, il y a des éléments, tous les éléments de R- et 0, ils n'auront pas d'image. Mais ça dépend de quelle application on choisit, par exemple. Euh, Par exemple, ici, ouais, bien sûr, ça, c'est le groupe de départ. Oui, ça, c'est. euh, 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 mais, ouais, En fait, ce que je pensais dire, c'est que comme on a R strictement supérieur à 0 qui est plus petit que R, dans ce ouais. cas-là, ce n'est pas OK, possible mais d'avoir. en fait, ça, c'est pas une, comment dire? Cette intuition est un peu fausse parce qu'on voit déjà que, les groupes 2Z et Z, ils sont isomorphes. Mais même si, l'un est strictement inclus dans l'autre. Donc c'est-à-dire que 2Z est un sous-ensemble strictement plus petit que Z, mais les 2 sont quand même isomorphes. OK. Donc, c'est-à-dire que, ouais, on a D'accord. cette intuition, mais parfois, ça, c'est pas vrai. Et donc, si on suit cette intuition, il faut vraiment trouver un raisonnement strict ou quoi. Par exemple, dans ce cas-là, c'est possible qu'on peut effectivement trouver une bigestion, mais c'est juste que, ouais, intuitivement, ouais, si on voit, parce que ça, c'est un sous-ensemble strict de R. Donc, si on considère l'application naturelle, donc qui est juste l'identité ou quoi. Et donc, bien sûr, on ne peut pas trouver une bijection, mais c'est possible qu'on peut avoir, par exemple, un autre moyen pour trouver une bijection comme dans le cas de 2Z et Z. Et donc ça, c'est vraiment, il faut D'accord. faire attention. Ouais. Ah ouais, il y a Raphaël qui répond dans le chat. On utilise la fonction exponentielle. Ouais, effectivement. Et donc, on va regarder exponentielle qui va de R dans R strictement positif. OK, déjà, il faut montrer que ça, c'est un morphisme. Et donc, Raphaël a expliqué le fait que a envoyé un exponentielle de A plus B, puisque dans R, on regarde la structure additive. Et dans R signe positif, on regarde la structure multiplicative. Et donc ça, c'est ce qu'on veut pour montrer que F soit
morphisme, mais ça, c'est déjà une propriété qu'on connaît pour l'exponentielle. Ouais, donc effectivement, ça, c'est un morphisme. Et après, est-ce que exponentielle, c'est un isomorphisme? Et donc, est-ce que ça donne une bijection entre R et R strictement positif? Et la réponse, c'est oui. Ok. Donc, ça, c'est juste ouais, l'image de exponentielle. Donc, l'image de l'exponentielle, c'est bien R strictement positif. Et donc, l'inverse de exponentielle, c'est log. Ok. Donc, on voit bien qu'en fait, dans cette question, les deux groupes sont bien isomorphes. Donc, même si intuitivement, l'un est un sous-ensemble strict d'un autre, mais on peut trouver une bijection entre ces deux groupes. Et donc, si on a un nombre infini, et donc il faut vraiment faire attention que on peut, même si on a un sous-ensemble strict, un sous-ensemble propre, ça peut être isomorphe à l'ensemble de départ. Mais pour un ensemble fini, donc pour un groupe avec juste un nombre fini d'éléments, ça c'est pas vrai, parce que j'ai déjà dit que le nombre d'éléments d'un groupe fini, c'est un invariant. Et donc si on a juste un sous-ensemble strict, un sous-ensemble propre, le nombre d'éléments doit être strictement plus petit que le nombre du groupe entier. Mais donc, dans ce cas, pour le groupe fini, ça, c'est pas vrai. Donc, un sous-ensemble strict ne peut jamais être isomorphe au groupe de départ. Mais dans ce cas-là, si on a un élément infini, et donc il faut vraiment faire attention. Okay? Donc, il y a des choses qui peuvent se passer euh, un peu bizarrement, mais mais bon, si on a déjà cette image de exponentielle et log, et en fait, on voit bien que ouais, ça donne une bijection. OK. Et donc, très, très bien. Et après, on regarde l'exercice 2. La question 2, c'est z modulo 4 et z modulo 2 fois z modulo 2 avec la structure additive. OK. Donc, c'est juste pour vous rappeler que Z modulo 4, c'est quoi? C'est juste la classe de concurrence modulo 4 avec la structure euh, additive. Ok. Quelqu'un a des idées? Donc, bien sûr, on voit déjà que les deux groupes sont tous les deux finis. Donc, il y a juste un nombre fini d'éléments. Donc, la première chose à regarder pour un groupe fini, c'est le nombre d'éléments. Donc, c'est le cardinal. Donc, les deux groupes ont pour cardinal 4. Donc, pour ça, on ne peut rien dire. On ne peut pas trouver une contradiction au niveau nombre d'éléments. Et donc, ouais, il faut chercher un peu plus. Euh, soit on trouve un isomorphisme, soit on cherche une contradiction. Mais en fait, ici, on a juste 4 éléments. Donc, en fait, tout mais ouais, parce qu'un morphisme est d'abord un morphisme de groupe est d'abord une application d'ensemble. OK, donc en fait, il y a juste 4 éléments, donc il y a juste un nombre fini de choix, heu, pour les applications entre ces 2 groupes. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, une application, c'est juste, comme dit, des associations pour tous les éléments de Z modulo 4Z et donc pour chaque élément de Z modulo 4, on associe un élément dans Z modulo 2Z, mais vu qu'il y a juste un nombre fini de choix, et donc en fait, même pour le choix en tant qu'application, il y a juste un nombre fini de choix, et on vérifie juste chaque application pour voir que si ça reste un morphisme de groupe ou pas. Et donc, on peut répondre à cette question, parce qu'un isomorphisme est
et forcément, dans cet ensemble d'applications entre les deux groupes, mais l'ensemble d'applications entre ces deux groupes, c'est juste un ensemble fini ou quoi. Donc, a priori, par exemple, avec un ordinateur, on peut juste faire tester tous les choix possibles. Et donc, ça devient déjà une question facile à répondre. Mais on ne va pas procéder comme ça il y a des moyens plus simples pour répondre à cette question. Mais je veux juste dire que, ouais, quand on voit un problème mathématique, parfois, on doit, comme dit, on peut déjà supposer que, ouais, on a la compétence de faire quelque chose, par exemple, avec un ordinateur ou avec comme dire, avec beaucoup de calculs qu'on peut imaginer faire. Par exemple, parfois, on pense qu'on ne peut pas résoudre un problème juste parce qu'il y a trop de calculs. Mais euh, si ce problème peut être résolu juste avec des calculs, c'est déjà un problème facile, non? Parce que un problème difficile, c'est un problème pour lequel on ne trouve même pas de moyen de procéder, quoi. OK, donc dans ce cas-là, on voit bien que, ouais, si on a le courage de faire beaucoup de calculs, donc c'est déjà résolu puisqu'il y a juste un nombre, fini de choix en tant qu'application et après il faut juste vérifier que si parmi toutes ces applications, il y a des morphismes et est-ce qu'il y a des isomorphismes ou pas? OK. Mais bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire si on utilise d'autres moyens pour montrer ça? Donc, il faut trouver les propriétés qui sont préservées par un isomorphisme. Par exemple, l'ordre d'un élément est préservé par l'isomorphisme. C'est-à-dire que si j'ai un élément ici A, par exemple, si l'ordre de A est égal à 6, et on suppose que, ouais, on suppose que F est un isomorphisme entre ces deux groupes. Et donc, ordre de F de A doit être égal à 4 aussi. Pourquoi? Parce que ça, c'est un isomorphisme. L'ordre de A est égal à 4, c'est-à-dire que 4 fois A est égal à 0, mais 4 fois 2 n'est pas égal à 0 et A n'est pas égal à 0. Mais F, donc, ce qu'on veut montrer, c'est que 4 fois F de A est égal à 0 et 2 fois F de A n'est pas 0 et F de A n'est pas 0, mais avec la propriété d'un isomorphisme. Ça, c'est juste équivalent à dire ça. Mais bien sûr, pour un élément, f de x est 0 si et seulement si x est 0. OK. Ça, c'est déjà par l'injectivité. C'est-à-dire que si cette application est injective, donc f de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0. Donc l'ordre d'un élément est préservé par toutes les injections. Donc, est-ce qu'il y a un élément d'ordre 4 dans Z modulo 4? Yes. Par exemple, 1. OK. Et l'ordre de 1 est égal à 4. Mais est-ce qu'il existe un élément dans ce couple-là qui a pour ordre 4? Donc, on va vérifier. 0, 0, bien sûr que non, parce que ça, c'est l'élément neutre qui a pour ordre 1. Et 1, 0, non, parce que 1, 0 plus 1, 0 et 2, 0. Mais ici, c'est dans la classe modulo 2. Et donc, ça, c'est juste 0, 0. OK. Il y a juste 4 éléments à vérifier, donc c'est facile. Donc, en fait, on voit que pour tous les éléments dans ce groupe à droite, ils ont pour ordre soit 1, soit 2. D'accord? Donc, il n'y a pas d'élément dans ce groupe qui a pour ordre 4.
Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de... Donc, les deux groupes ne sont pas isomorphes. Il n'y a même pas d'injection du groupe à gauche au groupe à droite. Parce qu'on voit bien que avec l'injectivité, l'ordre de A doit être préservé par ce morphisme de groupe. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là? Oui, parce qu'il y a, ouais, pour montrer que deux groupes ne sont pas isomorphes, ouais, il faut trouver des invariants qui sont préservés entre les isomorphismes, mais qui ne sont pas les mêmes pour les deux groupes. Et donc, dans ce cas-là, on a trouvé un élément d'ordre 4 dans le groupe à gauche, mais il n'y a pas d'élément d'ordre 4 dans le groupe à droite. OK. Et après, la question 3, c'est très similaire, mais avec juste un changement de chiffre. Donc, on change juste 2 en 3. Ça change beaucoup de choses. Je crois que j'ai déjà écrit ce genre de ce forme de groupe avant. Est-ce que les deux groupes sont isomorphes et pourquoi? Est-ce qu'on peut utiliser le théorème des restes chinois pour dire qu'il y a une bijection entre les deux? Ah oui, c'est ça, effectivement, ouais, très bien. Et donc, on a déjà une bijection entre les deux donnée par le théorème chinois. C'est-à-dire que, donc, si on a A et B ici, il y a un élément et un unique élément ici, modulo 6, tel que 6 est conclu à A modulo 2, si C est conclu à A modulo 2, pardon, et C est conclu à B modulo 3. OK, donc ouais, merci Emily. Et donc ça, c'est par le théorème chinois, on a une bijection comme ça. Donc la bijection, c'est donné par cette condition-là. Et donc maintenant, on veut vérifier que cette bijection est un morphisme de groupe. OK? Mais en fait, ça, c'est juste facile à vérifier, parce que, OK, on le note par F, OK. Soit F de C et AB, peut-être que C est conclu à A modulo 2 et C est conclu à B modulo 3, donné par le théorème chinois. Et pourquoi on peut utiliser le théorème chinois? C'est parce que le PGCD de 2 et 3 est égal à 1. OK, ça, c'est la grande différence. Parce qu'ici, on a 2 et 2, et donc les deux nombres ne sont pas promus entre eux, mais ici, on a 2 et 3, et donc on peut utiliser le théorème chinois. Et donc ça, c'est la grande différence entre ces deux questions-là. OK, donc maintenant, donc on a bien défini une bijection, et donc on a d'abord défini une application qui est une bijection. Et donc, pour que ça soit un isomorphisme de groupe, il faut juste vérifier que ça, c'est un morphisme de groupe. OK, donc on va faire ça. Donc, si on a deux éléments, C et C+, donc on suppose que C+, pas C+, C', OK, on suppose que C' est envoyé à A' et B'. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que est-ce que ça, c'est égal à ça? OK. On suppose que l'image de C' est égale à B'. Bien sûr, avec la même condition là. OK. Donc, c'est-à-dire que si on a d'abord les conditions pour déterminer A et B, et aussi on a les conditions pour déterminer A' et B'. Et après, quelle est l'image de C', C plus C'? C plus C', c'est
l'unique élément dans Z modulo 2 fois Z modulo 3, tel que C plus C' est conclu à cet élément modulo 2 et 3 respectivement. Mais bien sûr, on peut juste, ouais, maintenant c'est déjà trop évident, parce qu'on peut juste prendre la somme de ces deux équations. On voit bien que, ouais. Donc on voit bien que A plus A' et B plus B' modulo 2 et 3 définit un système de concurrence dès que la unique solution modulo 6 est donnée par C plus C'. Donc par le théorème de chinois, ça c'est l'unique élément dans Z modulo 6 qui correspond à ces deux éléments modulo 2 et 3 respectivement. Ok, donc ça donne une réponse pour ça, et donc ça montre que F est bien un morphisme de groupe. Et donc F est un isomorphisme. Donc en fait, on voit que ce qui a fait marcher dans cette question, mais pas la question précédente, c'est le fait que le PGCD de 2 et 3 est égal à 1. Donc bien sûr, on peut généraliser ce fait, c'est-à-dire que ouais, si on remplace 2 et 3 par juste m et n pour n'importe quel deux nombres qui sont premiers entre eux, on a un isomorphisme entre ces deux groupes, donné par le théorème chinois. OK. En fait, on peut même dire que ça, c'est juste une généralisation du théorème chinois sous une forme un peu abstraite. Mais en fait, on peut même encore généraliser ça pour deux groupes quelconques. Mais si on demande que deux groupes ont des conditions qui ressemblent à cette condition d'être premiers entre eux, et on peut prouver qu'en fait, on a toujours une décomposition de groupe comme ça. Donc ça, il faut la notion de groupe quotient et tout ça. C'est-à-dire qu'on peut montrer que ouais, si on prend le quotient d'un groupe par un produit de deux groupes qui ont pour intersection nulle, et donc on peut toujours avoir une décomposition comme ça. Donc on peut faire l'équation par ces deux sous-groupes respectivement, et on prend leur produit, ou on peut d'abord prendre leur produit et on fait ce quotient de groupe. Et étant donné que les deux groupes sont premiers entre eux, entre guillemets, okay, sous une forme plus abstraite. Okay. Donc il y a beaucoup de généralisation dans des formes très très abstraites pour le théorème chinois. Mais dans ce cas-là, donc c'est sous cette forme. Okay. Donc si on a cette forme en tête, et donc c'est très facile à mémoriser le théorème chinois, parce que le théorème chinois donne juste une bijection, une correspondance pour ces deux ensembles, et en plus, ça préserve la structure de groupe. Et la structure de groupe est donnée par la multiplication. Donc, c'est-à-dire qu'on fait juste les calculs dans ce groupe, et ça correspond aux calculs dans le groupe à droite. Et donc, c'est pareil en revanche. Et donc, on prend juste le côté qui est plus facile à calculer, et on peut obtenir des résultats qu'on veut dans l'autre groupe. Okay, donc ça, c'est la puissance du théorème chinois sous cette forme. Et donc, ça montre aussi que ouais, si on veut montrer, par exemple, une égalité dans ce groupe, il faut juste montrer cette égalité dans les deux groupes à droite, respectivement, puisque ça, c'est un isomorphisme, et donc ça préserve la structure de groupe. Et voilà. OK, très bien. Et donc, ah oui, oh, OK. Donc, dans cette question 4, il n'y a pas cette condition que M et N soient premiers entre eux. Et donc, ouais, quand M et N soient premiers entre eux, ouais, ça, c'est juste le théorème chinois, on a un isomorphisme. Et si M et N ne sont pas premiers entre eux,
Est-ce qu'on peut quand même avoir un isomorphisme où les deux sont forcément pas isomorphes? OK, ça, c'est la question à répondre. OK, qu'est-ce qui se passe quand le PGC de M et N est égal à D qui est strictement plus grand que 1? En fait, ouais, on a déjà l'intuition que ouais, c'est peu probable que ça soit vrai parce qu'on a juste un contre-exemple ici, quand le PGC de M et N est égal à 2, parce qu'ici on a pris juste M égale à 2 et N égale à 2. Et donc, on voit que ouais, il y a un problème donné par l'ordre d'un élément. Donc, on va voir que est-ce que ça c'est vrai ici? OK. En fait, c'est juste exactement le même argument. Donc, dans Z modulo MNZ, on a un élément A qui a pour ordre M fois N. OK. Et on veut montrer que l'ordre de f de 1 est strictement plus grand que M fois N. Et si on veut montrer ça, on gagne. OK, pourquoi? Parce qu'on suppose que ouais, f de 1 est égal à, par exemple, A et B dans Z modulo M fois Z modulo N. Et donc, le PGCD de M et N est égal à D. Et c'est quoi l'intuition qu'on peut faire pour annuler A et B? Donc, c'est-à-dire qu'on doit trouver un nombre avec lequel on multiplie AB pour faire annuler AB. Mais bien sûr, par exemple, si on multiplie cet élément par Mn, ça annule cet élément parce que M fois AB, OK, bien sûr, Mn, c'est un choix évident, mais c'est pas le plus petit parce qu'on veut montrer une contradiction. Et donc ça, c'est M fois N. Donc on fait d'abord M fois cette calcul. Donc ça me donne déjà 0. Non, pas. Par exemple, on fait d'abord M fois A et M fois B. Mais M fois A est égal à 0 modulo N. Et donc, c'est juste N fois 0, N fois B. Et après, on a un multiple de N dans le coefficient à droite, mais ça, c'est un multiple de N, et donc ça me donne 0. Et donc, ça montre que ouais, si on veut trouver un truc qui annule A, B, donc c'est forcément de cette forme. Mais en fait, ici, c'est pas nécessaire de prendre un nombre si grand comme ça. Pourquoi? Parce que les deux M et N, les deux nombres ne sont pas promus entre eux. Donc, on peut, par exemple, si on multiplie un déjà par un nombre plus petit, et l'autre peut être déjà un multiple de N. OK. Parce que ce qu'on a fait marcher, c'est juste qu'on veut que N fois M soit un multiple de N. OK. Mais ici, en fait, par exemple, si on prend, OK, donc il faut utiliser le fait que N fois N est le produit de BGCD et PPCM de M et N, d'accord? Donc, en fait, ça suffit de prendre juste le PPCM de M et N
si on fait PPCM M de n fois ce calcul, et à la fin, on trouve PPCM fois A et PPCM fois B. Et, les deux éléments sont nuls modulo M et N respectivement, puisque ça, c'est un multiple de M et N. OK? Donc, ça, c'est nul. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé un nombre qui est PPCM de M et N qui fait annuler A et B. Et en fait, avec cette formule, on voit bien que ce nombre-là est strictement plus petit que Mn, puisque ça, le PGCD de CD est strictement plus petit, est strictement plus grand que 1. Et donc, PBCM, c'est M fois N divisé par le PGCD de M et N. Et donc, ça montre que on a un nombre strictement plus petit que Mn, peut-être que ce truc fois AB est égal à 0. Donc, l'ordre de cet élément, en fait, de tous les éléments de M et N, A pour est strictement plus petit que M fois N. D'accord? Et donc, ça montre qu'on ne peut pas avoir un isomorphisme entre ces deux groupes si le PGCD de M et N est strictement plus grand que 1. Donc, on a suivi juste la même intuition et donc on arrive à trouver les résultats. OK, très bien. Et après, l'exercice 5. Z modulo 4 avec la structure additive et Z modulo 5 privé 0 avec la structure multiplicative. Okay. D'abord, les deux groupes sont tous les deux finis et donc la première chose à voir, c'est le nombre d'éléments. Et donc les deux ont 4 éléments tous les deux et donc là, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? En fait, si on veut, ça, c'est juste l'ensemble de tous les éléments inversibles dans Z modulo 5. Parce que 5 est un nombre premier et donc tous les nombres qui ne sont pas divisés par 5 sont inversibles dans Z modulo 5. Donc ici, dans toutes les classes de concurrence modulo 5, il y a juste 0 qui est divisé par 5. Sinon, on a les classes 1, 2, 3, 4 qui ne sont pas divisées par 5. Et voilà, et donc Z modulo 5 privé 0, c'est juste l'ensemble de éléments inversibles modulo 5. OK, est-ce qu'on a un isomorphisme entre ces deux groupes? Si oui, comment on peut le trouver? Est-ce que vous avez déjà appris la notion de groupe cyclique? C'est un groupe qui est engendré par un seul élément. Est-ce que vous avez déjà appris ça? Oui, on a vu ça en amphi. D'accord, OK, très bien. Et donc, en fait, ici, c'est juste cette notion qu'on va utiliser ou quoi. Et donc, en fait, on voit bien que ça, Z modulo 4, c'est un groupe cyclique d'ordre 4. En fait, un groupe cyclique, c'est toujours de cette forme, Z modulo N ou Z. OK. OK, en fait, ouais, il y a aussi une convention de c'est juste, une question de terminologie. Parfois, dans les littératures françaises, on utilise groupe cyclique, juste pour les groupes finis, puisque, peut-être on pense que ça, c'est plus intuitif. Si on a un groupe infini, comment ça peut être cyclique et donc il n'y a pas de période du tout. Et donc, ouais, donc, pour certains auteurs, groupe cyclique veut dire d'abord un groupe fini et après, ça, c'est engendré par un seul élément. Mais dans les littératures anglaises, si on dit cycle group, et donc ça veut dire juste qu'un groupe qui est engendré par un seul élément, donc qui est appelé par certains auteurs français groupe monogène. OK.
mais dans ce groupe, je crois, dans ce cours, je crois, on a juste pris la définition qu'un groupe cyclique, c'est juste un groupe engendré par un seul élément, et donc Z peut être un groupe cyclique aussi. OK. OK, mais c'est juste que, ouais, il faut savoir la définition. Ouais, je crois pour la plupart des cas, un groupe cyclique veut dire juste un groupe engendré par un seul, c'est-à-dire que Z est aussi un groupe cyclique. OK, donc un groupe cyclique, c'est toujours isomorphe à soit Z modulo N. OK, donc on voit que ici, donc Z modulo 4, c'est un groupe cyclique d'ordre 4. OK, donc un groupe cyclique, c'est déterminé par son cardinal. Donc, son cardinal est égal à n, si son nom ce groupe cyclique est isomorphe à Z modulo n. Et son cardinal est infini, si son si ce groupe est égal à Z. Et donc, dans ce cas-là, si on veut montrer que ces deux groupes sont isomorphes, ça veut dire juste que le groupe à droite, Z modulo 5, privé 0, est un groupe cyclique d'ordre 4. Donc, pour montrer que ça, c'est un groupe cyclique, il faut trouver un générateur. OK, en fait, pour Z modulo P, pour Z modulo P étoile, on peut toujours montrer que ouais, ça, c'est un groupe cyclique. Mais ici, donc il suffit de trouver un générateur, et donc on essaye, par exemple, avec, bien sûr, 1 ne marche pas, parce que 1 est l'élément neutre dans ce groupe, parce que ce qu'on regarde dans ce groupe à gauche, c'est la structure multiplicative, et donc 1 est l'élément neutre. Et donc on regarde 2, par exemple. Okay. Quel est l'ordre de 2? Donc modulo 5, on a 2, et après 4, et on est qui comme moins 1, juste pour faciliter le calcul. Ouais. Ouais, donc c'est encore une fois un exercice d'arithmétique. Okay. Et après, moins 2. Et après, 2 fois moins 2, c'est moins 4, qui est égal à 1, modulo 5. Donc, on voit bien que ça, c'est 2 fois. OK, donc l'ordre de 2 est effectivement égal à 4. Mais on a juste 4 éléments, donc 2 est un générateur de ce groupe. Parce que ça, c'est juste tous les éléments de ce groupe, donc qui sont des puissances de 2. Et donc 2 est bien un générateur. OK. Et donc, ce groupe-là est un groupe cyclique d'ordre 4, donc qui est isomorphe à Z modulo 4. Et l'isomorphisme est donné par quoi? Est donné juste par 2 qui correspond à 1. Donc, pourquoi la structure d'un groupe cyclique est si simple? Parce que juste le générateur détermine tous les comportements d'autres éléments. Et donc, c'est pour ça que si on fixe juste l'image de ce générateur, on peut avoir un morphisme. Et après, si le générateur est aussi envoyé ou générateur de groupe d'arrivée, et donc les deux groupes sont isomorphes. Okay. Ouais, je crois que ça, c'est ce que vous avez déjà vu en cours. Et donc, c'est juste que ouais, pour un groupe cyclique, c'est relativement simple à comprendre son comportement. C'est juste qu'on on veut savoir son cardinal, c'est-à-dire qu'il y a combien d'éléments dans ce groupe cyclique. Ouais, ouais. Donc, ce qui compte pour un cyclique, c'est juste le nombre d'éléments, puisque on fixe juste un générateur et après, tout est décidé par ce générateur. OK. Donc, ici, on a bien trouvé que, ouais, il y a effectivement un générateur de Z modulo 5 étoiles. Et donc, ça, c'est un groupe cyclique et son ordre est 4. OK, très bien. Et après, on regarde deux groupes multiplicatifs. Donc, R privé de 0 et C privé de 0. OK. Est-ce que les deux groupes sont isomorphes ou pas?
Ouais, bien sûr, les deux groupes sont, sont infinis, donc il y a un nombre infini d'éléments et aussi un et un sous-ensemble strict d'un autre. Mais on a déjà cette leçon qu'on ne peut pas conclure tout de suite que les deux ne sont pas isomorphes. Oui, c'est bien possible que les deux sont isomorphes, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a d'autres indices qu'on peut utiliser pour dire que les deux sont isomorphes ou pas isomorphes? Par exemple, on a déjà vu que pour l'ordre de éléments, ça, c'est un c'est un outil qu'on peut utiliser pour montrer que 2 groupes ne sont pas isomorphes. Par exemple, s'il existe un élément d'ordre n, mais il n'existe pas un tel élément d'ordre n dans notre groupe, et donc les 2 groupes ne sont pas isomorphes, parce que l'isomorphisme préserve bien sûr l'ordre d'un élément. Est-ce que c'est le cas ici? OK. Ici, on regarde juste la structure multiplicative. Et donc, ça veut dire quoi si un élément a pour ordre n? OK. Donc, ce qu'on regarde, c'est x, 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 donc x fois x, x fois x, donc c'est la multiplication. Donc, si on a, par exemple, n fois x qui est égal à 1, et n est le plus petit nombre qui a cette propriété, on dit que l'ordre de x est égal à 1. Donc, en fait, c'est la solution pour cette équation x puissance n égale 1. Mais donc, ça nous donne déjà une idée de pourquoi les deux groupes ne peuvent pas être isomorphes, parce que ce, cette équation a toujours des solutions ici, mais pas forcément ici. D'accord? Oui, oui, 1 est toujours une solution, mais je veux dire que une solution qui satisfait x puissance n égale 1, mais x puissance t avec des strictement plus petits que n est jamais égal à 1. OK. Je veux dire que est-ce qu'on peut avoir un élément avec cette propriété? OK. Donc ici, en fait, ça, c'est un corps algébriquement clos. Et donc, en fait, cette équation a n racines, a n solutions. Donc, il existe une racine qui a pour ordre n, c'est-à-dire que n est vraiment le plus petit nombre, tel que x puissance n est égal à 1. Et on appelle ça une racine d'unité primitive d'ordre n. OK? Mais c'est pas très important pour l'instant, c'est juste qu'on fait ça à un nom, parce que c'est vraiment très important en algèbre et en théorie des nombres et tout ça. Donc, on donne ça même un nom, même un nom. Mais ici, c'est pas forcément le cas. On a toujours un qui est une solution, mais on voit déjà que n n'est pas le nombre le plus petit, puisque juste 1 puissance 1 est égal à 1. OK, donc on prend juste un exemple simple, par exemple n égale à 4. En fait, pour n'importe quel n, ça marche déjà. Pardon, mais je ne comprends pas. OK. Donc, si on regarde n égale à 4, donc x puissance 4 égale 1, a pour solution, par exemple, i, qui est la racine carrée de moins 1. Mais ici, dans R, il y a juste plus ou moins 1 comme solution. OK. Mais plus ou moins 1, les deux, OK. Les deux éléments n'ont pas pour ordre 4. On voit que pour i, l'ordre de i, c'est 4. Donc, dans, dans ce groupe-là, on a un élément d'ordre 4. Mais ici, on n'a pas d'élément d'ordre 4. Parce que si un élément a pour ordre 4, et ça doit d'abord satisfaire cette équation, mais pour les solutions de cette équation, il n'y a pas d'élément d'ordre 4. Et donc, on a exclu toutes les possibilités, et donc on dit qu'il n'y a pas d'élément d'ordre 4 ici. OK. En fait, ce n'est pas que pour n égale à 4 qui fait marcher ce truc. Si on imagine tous les éléments de C dans ce plan, donc on a un cercle d'unité. Et donc pour cette équation x puissance n égale 1,
C'est juste que, ouais, on divise ce cercle en n et il y a toujours un élément qui a pour ordre n. Donc, c'est l'élément qui est satisfait x puissance n égale 1, mais x puissance d pour d strictement plus petit que 2 est jamais égal à 1. Par exemple, on prend juste l'élément dont l'angle est le plus petit, et donc c'est ça. Mais dans R, c'est quoi? R, c'est juste cet axe. Donc ça, c'est l'axe réel, mais il y a juste deux solutions, quoi. Il y a juste plus ou moins 1. D'accord? Ça, c'est 1, ça, c'est moins 1. Donc, il y a juste deux solutions, et les deux solutions, 1 a pour ordre 1 et moins 1 a pour ordre 2. Et donc, il n'y a jamais d'autres éléments d'ordre, par exemple, 3, 4, 5, 6 ou... OK, c'est pas toujours qu'il y a moins 1, parce que, par exemple, n égale à 3, c'est pas le cas. Il y a même pas ce moins 1. C'est-à-dire que, ou plus, on peut avoir deux solutions dans R. Donc, c'est plus ou moins 1. Mais même moins 1, parfois, ce n'est pas une solution. OK. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Après, pour la question 7, on ne va pas le voir ici, puisque ça demande, je crois, ça demande des connaissances que vous n'avez pas encore maintenant. La réponse, c'est oui. Si on admet l'axiome de choix ou le lemme de zone, par exemple, mais je crois que ça, c'est déjà au-dessus de ce que vous êtes censé savoir pour l'instant. OK. Et donc, on a vu que comment montrer que si deux groupes sont isomorphes ou pas. Donc, pour montrer que deux groupes sont isomorphes, il faut trouver un isomorphisme. Et si on veut montrer que les deux groupes ne sont pas isomorphes, donc il faut trouver des invariants qui sont préservés par l'isomorphisme, mais qui ne sont pas le même pour ces deux groupes. Par exemple, pour les groupes finis, le nombre d'éléments sont juste un premier invariant, mais pour la plupart des questions, on a toujours deux groupes finis avec le même nombre d'éléments, parce que sinon c'est trop évident que les deux groupes ne peuvent pas être isomorphes. Et après, il y a d'autres invariants, par exemple l'ordre d'un élément, qui peut servir à nous aider à déterminer si deux groupes pourront être isomorphes ou pas. Par exemple, dans les questions qu'on a vues, on a juste, par exemple, trouvé un élément de quel ordre dans le groupe à gauche, mais il n'existe pas d'élément de cet ordre dans le groupe à droite. Okay, donc ça, c'est le truc qu'on peut utiliser pour montrer ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, sinon, je vous rappelle qu'il y aura un CC lundi prochain, et donc, bien entendu, ce serait sur les notions de groupe. OK. OK, sinon, je vous dis bonne journée et au revoir. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. Merci, bonne journée à vous aussi. OK, bonne journée, au revoir.